Alors, pour le premier débat, nous accueillons donc Gérard Astieri, qui était alors secrétaire général de la FSU, Annie Coupé, donc son homologue à Solidaire, délégué général de l'Union syndicale solidaire, c'est vrai que toi tu étais toute seule, et François Lopez, qui était animateur de Sud étudiants Rennes et qui aujourd'hui est syndicaliste au SNUAP FSU, puisque on a beaucoup de points communs, donc on circule d'une organisation à l'autre sans beaucoup de difficultés. Et donc, pour situer, pour les plus jeunes d'entre nous, ce qui s'est passé en 2006, alors en fait, c'est une histoire qui ne commence pas en 2006 comme nos intervenants vont vous l'expliquer, mais qui commence avant sous différents aspects, et notamment qui commence le 27 octobre 2005, quand Ziad Benna et Bouna Traoré trouvent la mort dans un poste électrique à Clichy-sous-Bois alors qu'ils tentent d'échapper à la police. Ce qui est le point de départ d'émeutes dans les quartiers populaires, auquel le gouvernement répond d'abord de façon sécuritaire avec la mise en place de couvre-feu et le déploiement massif de la police. Et puis, assez rapidement, le gouvernement, donc, qui est à ce moment-là dirigé par Dominique de Villepin, propose un plan pour l'emploi des jeunes, puisqu'il fait l'analyse qu'il y a un problème de chômage de masse et que c'est ça qui crée la colère dans les quartiers populaires. Et donc est proposée en janvier 2006 une loi dite pour l'égalité des chances, donc la LEC, qui prévoit l'apprentissage dès 14 ans, le travail de nuit à partir de 15 ans et la suspension des allocations familiales dans les cas d'absentéisme scolaire, donc vraiment une mise au travail des jeunes. Et ajouter dans un deuxième temps une mesure qui est le contrat première embauche, qui est un contrat de travail en fait réservé aux moins de 26 ans, qui étend à 2 ans la période d'essai, donc où le salarié ou la salariée peut être licencié sans motif. Voilà. Donc c'est ce contrat première embauche qui va déclencher, enfin pas tout à fait, il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises antérieurement, mais qui va déclencher la colère. C'est en fait la duplication du contrat nouvelle embauche qui avait été déployé dans les entreprises de moins de 20 salariés. Et contre ces mesures, les premières universités qui sont Rennes 2 et Poitiers votent la grève le 7 février et initient un mouvement massif de 3 mois de la jeunesse scolarisée. Donc, je vais d'abord laisser la parole à François pour nous raconter comment s'est organisée en fait la grève étudiante. Qu'est-ce qui a permis de gagner, à ton sens, au moins partiellement avec le retrait du CPE le 10 avril 2006, et puis évidemment quelles étaient les relations avec les salariés. Alors, on m'entend ? Je vais commencer effectivement comment ça a commencé. Alors en fait ça a commencé fin janvier, dans mon souvenir, c'est De Villepin qui essaie d'aller très vite puisqu'il passe en force avec son fameux 49.3, et en espérant que la mobilisation n'ait pas le temps de s'organiser. En réalité, c'est vrai qu'il y a un peu un effet de surprise avec ce passage en force, mais très vite... alors il faut le dire aussi, là, je pense que la capacité de réaction à ce moment-là dans la jeunesse, elle est notamment du côté de l'UNEF, qui va faire une campagne nationale de tractage dans les universités, qui est très vite évidemment relayée par d'autres syndicats étudiants, dont nous, Sud étudiants, et puis très vite se monte une sorte d'intersyndicale à l'époque on parle d'interorga, puisque ça inclut aussi d'autres organisations de jeunesse qui vont rentrer. Et puis ça fonctionne. On sent tout de suite qu'il y a une volonté unitaire un peu partout en tout. C'est mieux. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà. Donc en fait, il faut voir que on a un début un peu laborieux. On croit que c'est parti comme ça et que tout de suite, non. Il y a des AG qui au départ ne fonctionnent pas de manière décisive. Il y a toute une discussion justement entre Sud étudiants et l'UNEF à partir de combien on estime qu'on peut, par exemple, lancer la question du blocage, parce que c'est vrai que voilà, on est quand même très à cheval sur cette question. Il faut qu'on reste sur un mouvement massif. Donc il faut convaincre, il faut aller dans les amphis. On passe dans tous les amphis pour expliquer cette loi CPE, pour essayer de convaincre les gens de venir dans les assemblées générales, etc. Ça prend du temps, et il faut attendre effectivement il faut attendre en gros le 7 février pour avoir une vraie assemblée générale digne de ce nom, qui va réunir là près de 1500 à peu près étudiants à Rennes 2, et qui est aussi concomitant d'une des premières grandes journées d'action. En fait, on essaye de profiter de la dynamique autour de cette manifestation réussie pour, dans la foulée, voter le blocage
Et on est les premiers à Rennes 2 à lancer cette grève avec blocage. Du coup, ça va avoir un petit peu une répercussion, parce que Rennes 2 est connu pour sa réputation, etc. Mais en tout cas, voilà, ça fait quand même... c'est pas né comme ça. On a fait vraiment tout un travail très long de tractage, de passage dans les amphis, d'essayer de convaincre les gens de venir. Et c'est vrai qu'on part pas de nulle part, parce qu'on bénéficie quand même, je crois, d'années antérieures de mobilisation de jeunesse, notamment à Rennes, mais je crois que c'est pas vrai qu'à Rennes, c'est vrai partout en France. Nous, on était nombreux à avoir participé déjà à la grève de 2003 contre le LMD. On était très nombreux à avoir participé à de nombreux mouvements lycéens, que ce soit en 2001, que ce soit pour la grève contre la suppression du statut de MISE, évidemment la mobilisation contre l'arrivée au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen en 2002, la grève des retraites de 2003, la mobilisation contre la guerre en Irak. Bref, il y a eu quand même tout un tas, et puis même des mobilisations locales à Rennes, je ne veux pas rentrer dans les détails, la fermeture d'un établissement. Bref, il y a eu beaucoup de mobilisations de jeunesse. Il y a eu 2005, le mouvement de jeunesse des lycéens contre la loi Fillon. Et donc, il y a quand même des jeunes à Rennes qui ont une sorte de, je dirais, de culture de la mobilisation, c'est-à-dire que c'est plus facile de les amener en AG, par exemple. Le 7 février, très vite, à des AG très importantes. Et effectivement, c'est ça qui frappe avec le recul, c'est voir des AG extrêmement massives et qui va durer quasiment jusqu'à la fin du mouvement, hein, des AG à Rennes qui vont parfois atteindre des chiffres, allez, j'ai peut-être un peu exagéré, mais enfin, on est souvent à parfois des chiffres de 3000 étudiants en assemblée générale, ce qui est énorme, hein. Et donc ça donne une légitimité au mouvement qui va revendiquer tout au long de ce mouvement. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du fonctionnement démocratique, etc. En réalité, c'est surtout ce côté massif, hein, qui va donner une légitimité à notre mouvement. Et après, je ne sais pas si je rentre dans tous les détails, mais oui, après, la question, une fois que la grève avec blocage est lancée, il y a la question de comment on s'organise. Et très vite, il y a un fonctionnement que ceux qui ont fait des mouvements de jeunesse connaissent, des commissions, mais avec cette affirmation, et ça je pense que, je suis étudiant, on est assez à cheval là-dessus, on a réussi à le faire maintenir, que ce soit quand même l'Assemblée générale qui soit le lieu de décision principal et pas simplement un lieu d'enregistrement d'un comité de grève, etc. Bon, ça a ses inconvénients aussi, hein, c'est-à-dire que c'est des AG qui n'en finissent plus des fois, hein, c'est des heures d'assemblée générale, etc. Mais ils n'ont pas moins que, par exemple, l'essentiel des décisions se prennent là. Et que donc, il y a, entre guillemets, un intérêt à y être, il y a un enjeu à y être. Voilà. Donc, il y a ensuite ce fonctionnement en commission, que vous connaissez tous, tous les mouvements étudiants en connaissent. Mais c'est vrai que la particularité, en tout cas à Rennes, et je crois que c'est vrai dans d'autres villes, c'est qu'il y a une de ces commissions qui va prendre un peu plus d'importance que les autres, c'est la fameuse commission Action, puisque je pense que ce qu'on apportait avec les gens de Sud étudiants à l'époque, c'était l'idée que il fallait donner une dynamique à la grève un peu... je dirais pas radical, c'est pas forcément le mot que je voudrais utiliser, mais en tout cas l'idée qu'on avait vu que peut-être les simples temps forts de manifestations, etc., dans les rues, ne pouvaient peut-être pas suffire à donner une dynamique différente à ce mouvement-là. Et donc c'est vrai que très vite, c'est beaucoup d'énergie. La commission Action, pour vous dire, réunissait parfois plusieurs centaines de personnes, ce qui est quand même assez incroyable pour une commission. On était parfois avec un amphi comme ça, je dis, beaucoup plein à craquer, 200 personnes pour une commission Action. Voilà, pour organiser le blocage de la rocade, une occupation de la gare, le service d'ordre de la manifestation. C'était assez impressionnant, hein, de voir que l'énergie, c'est vrai que ça c'était le cœur du mouvement, c'était basculé sur la commission Action. Évidemment sur l'Assemblée générale, mais aussi sur cette commission Action qui avait pris de l'importance. Voilà, alors après, je vais pas faire, je sais pas si je montre des photos ou maintenant, je peux montrer quelques photos de ça. Alors... Bon, le blocage, c'est un blocage... Alors, je vais venir sur les... Ça, c'est les premières assemblées générales, hein, vous voyez, qui sont pas non plus très, très nombreuses, hein, mais ça reste quand même des amphis. Là, c'est un amphi de 1000 personnes, hein, l'amphi Chateaubriand. Ça, c'est une des premières assemblées générales, vous voyez, lundi 6 février, donc c'est juste avant la grande mobilisation du 7 février. Le blocage traditionnel que vous connaissez, hein, qui est toujours un moment... assez fort en réalité, puisque c'est aussi un moment où les gens travaillent ensemble, se coordonnent, machin, et ça prend les liens se font là aussi, hein, avec toute l'organisation des différentes commissions, avec les horaires indiqués, les différents rendez-vous. Il faut aussi voir, ça c'est important, c'est qu'on a voté l'occupation, mais il y avait toujours énormément de monde, c'est-à-dire qu'on a eu toujours un noyau dur
d'occupants, de grévistes qui étaient toujours présents, qui étaient autour de 200 personnes systématiquement. Et ça, c'est évidemment... parfois, on a vu des grèves où moi-même j'ai participé, où on vote la grève avec blocage, et puis hop, on se retrouve à 30 personnes qui occupent. Bon, et c'est sûr que la dynamique n'est pas la même. Là, c'était pas le cas. Alors pourquoi? J'en sais rien. Je peux pas vous dire pourquoi ça a marché cette fois-ci et pas les fois d'après. En tout cas, c'est une réalité qu'il y a eu un noyau dur très fort. Voilà, vous voyez, donc c'est quand même des AG qui vont regrouper, je vous dis, vraiment beaucoup de monde. C'est assez impressionnant. Ça dure beaucoup de temps, mais au moment du vote, tout le monde est là. Il y a parfois des gens qui ne sont pas là pour l'AG, qui viennent voter. Et c'est pour ça que même s'il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs sont anti-bloqueurs, qui viennent voter, mais quelque part, ils donnent une légitimité à ce vote, puisqu'on est à un vote à parfois, je vous ai dit, 2000, voire 3000 pour vraiment les moments les plus importants. Et donc, forcément, ça donne un caractère massif et une légitimité au mouvement. Alors, voilà, président de l'université. Hein. Alors, si j'en profite pour dire aussi que c'est un mouvement qui a réussi, mais on a aussi bénéficié d'un contexte assez favorable. Il faut être aussi réaliste sur la situation. On a eu quand même les présidents d'université qui se sont positionnés contre le CPE, la direction de l'université qui nous a quand même jamais trop, emmerdé, on va dire ça comme ça, pour l'occupation. Hein. Ce ne sera pas du tout le cas dans les années suivantes. Hein. Voilà. Donc on a quand même bénéficié de ce contexte-là. Hein. Ça, il faut aussi le souligner. C'est plus du tout le cas comme aujourd'hui avec les fermetures administratives systématiques, etc. À l'époque, on n'était pas dans ce contexte-là. Donc là, on est en fin de commission action. Donc là, il n'y a pas encore... il n'y a pas 200 personnes, comme je vous ai dit, mais il y a quand même du monde. Voilà. Et puis donc très vite, effectivement, donc ces commissions action vont vous voyez, se structurer autour de l'organisation d'actions. Là, vous voyez, c'est cette image. La première action d'éclat qu'on fait, c'est l'occupation de la gare de Rennes le 14 février 2006. Alors, bon, c'est pareil. Hein, quand je vous dis aussi qu'on bénéficie d'un contexte favorable, c'est qu'on rentre. Nous, on avait voté en Assemblée générale cette occupation de la gare. Donc, a priori, on s'attend à ce que l'entrée soit bloquée par les forces de l'ordre. Absolument pas. On nous laisse rentrer. Vous voyez, là, je suis devant, on a un service d'ordre, etc. On rentre dans les voies. Et il y a le chef de gare qui vient me voir en me disant mais vous comptez rester combien de temps? Et il est tout seul, là, complètement apeuré, il dit on a coupé l'électricité, voilà. Et nous, on s'attendait à être stoppés. Alors, pourquoi les... Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, il faudrait demander... Peut-être que vous en savez sûrement mieux que nous, mais moi, je n'ai pas la réponse à ça. En tout cas, c'est vrai que ça nous a surpris. Voilà, on a bloqué cette gare pendant 1 heure, puis reparti dans des... Voilà, ça s'est plutôt bien passé cette fois-ci, ce qui ne sera pas toujours à chaque... Voilà, on a une belle image, hein, une belle photo, voilà, vous nous voyez sur les voies, à Rennes. Voilà, et effectivement, mine de rien, c'est des actions qui vont avoir un effet de motivation des troupes, hein, parce que tout le monde en sort évidemment très très grandi de cette histoire-là. On est très satisfait de nous-mêmes. Alors, je vous ai dit, on bénéficie quand même de... Et donc voilà, la question très vite des actions, des occupations va devenir centrale dans la stratégie du mouvement, et puis ça ne va cesser de... Voilà, je vous donne quelques exemples. L'occupation de la rocade, vous voyez, pareil, voilà. Alors, on ne nous laisse pas toujours rentrer dans la rocade, non, mais là, c'est plus compliqué d'empêcher une manif de rentrer sur une rocade, parce que quand vous avez ça, les forces d'ordre ont essayé d'empêcher, puis on a fait des systèmes avec des voitures qui préventivement bloquent la circulation, etc. Donc on a quand même, là, on a réussi plusieurs fois à le faire, je crois qu'on l'a fait au moins 3 fois. L'occupation de la mairie, voilà. Là, on s'est fait expulser très rapidement de cette mairie, mais on l'a occupé quand même 2 heures. Voilà, vous voyez l'occupation de la mairie de Rennes. Encore une fois la rocade, voilà, j'ai pas tout ce que vous voulez faire. Et puis bon, des actions un peu parfois. Je dis pas qu'on était dans l'errance, mais parfois on était en manifestation 2-3 fois par semaine. Hein, je veux dire. Donc au bout d'un moment, on avait un peu fait le tour des manifestations, donc on voulait accompagner ça de blocage de magasins, fermeture. C'est vrai que il y avait la force de ce mouvement, c'est qu'il a été extrêmement visible par aussi tout le monde. C'est-à-dire que pourquoi enfin, je pense aussi que ça a participé à une forme de solidarisation du reste du monde du travail, c'est que ils avaient forcément un fils, une fille qui était soit en grève, qui avait participé à une manif, hein, et puis vous sortiez dans la rue, il y avait toujours une manif, toujours un blocage, toujours une action. Donc c'était difficile de ne pas, en tout cas, se positionner par rapport à ce mouvement-là, parce qu'il était extrêmement visible. Et c'est vrai que la stratégie d'action, de blocage, a participé à cette visibilité également. Voilà, alors je ne me rappelle même plus ce qu'on a occupé, je crois que c'est l'inspection d'académie, il me semble. Ouais. Voilà, moi, je ne vais pas... Bon, là, c'est Paris qui, évidemment, le fait... L'occupation de la Sorbonne, qui donne un second souffle, on y reviendra peut-être, parce que moi, j'ai quelques questions à vous poser sur ce calendrier, qu'on a en grande partie quand même
subi, hein, mais pas de manière péjorative, hein, mais on l'a subi parce qu'on attendait les journées interprofessionnelles quand même pour avoir des grands rendez-vous. Et c'est vrai que l'occupation de la Sorbonne a participé aussi d'un dynamisme nouveau, parce que nous on était déjà à 1 mois et demi de grève. Hein, donc, voilà. Bon, ça, je ne vais pas, les anti-bloqueurs, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà, je ne sais pas si je rentre sur la question d'avion ou je m'arrête là. Non, moi j'avais une question en fait par rapport au choix de blocage économique, parce que bon, tu disais au bout d'un moment on avait un peu fait le tour des cibles, mais est-ce que tu pourrais détailler le type de cible, c'est-à-dire est-ce que c'était des lieux en fait justement d'explosion de la précarité qui pouvaient être ciblés, comment vous les organisiez, est-ce que vous arriviez à avoir des relations avec les salariés qui étaient à l'intérieur, ou est-ce que ça a reflété une expérience des étudiants salariés d'être particulièrement exploités dans certains dans certains grands magasins, dans certains commerces, dans certains pôles de l'économie. Voilà, comment vous choisissiez, comment vous organisiez justement ces actions de blocage? Est-ce qu'elles avaient un lien en fait avec les enjeux de la lutte? Alors, je dirais oui et non. Alors, il y avait on avait évidemment, on a occupé le MEDEF, on a occupé la Chambre de commerce et d'industrie, donc tout ce qui était symbole du pouvoir patronal. Mais par contre, on a déménagé ici quand même des agences d'intérim plusieurs fois. Voilà, ça on l'a fait, je me rappelle très bien effectivement. Ça a été même bon, c'est la cible de la casse, hein, les agences d'intérim. Clairement, c'était ceux qui ont été ciblés le plus par la casse. Donc évidemment, il y avait ça. Après, c'est vrai que c'était nous, à Sud Étudiants, qui essayions de porter cette alliance avec le monde du travail, grâce à des gens de Sudrail, de Sud PTT. Mais pour être honnête, des gens précis, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas non plus quand on essayait de faire appel c'était quand même toujours les mêmes qui revenaient, mais avec lesquels on a beaucoup travaillé et qui nous ont permis par exemple, on a fait une action de blocage du centre de tri postal grâce à des gens de Sud PTT Rennes, en fin de mouvement. Voilà, et ça, c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire ça. On a aussi participé à bloquer un sous-traitant de PSA, donc près de la route de Lorient. Là aussi, grâce à des contacts avec des gens de Solidaires. Voilà. Après, je pense qu'il faut dire la réalité. La relation entre le monde du travail et la jeunesse, elle a été elle a été réelle, mais en même temps, il y a toujours une forme de séparation quand même. Il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que les salariés, on avait l'impression, et je pense que beaucoup de salariés se positionnaient, étaient là en soutien de la jeunesse. Il y avait ce côté-là quand même. Même s'il y avait des enjeux qui dépassaient la jeunesse, évidemment, mais il y avait quand même ce côté-là. Mais d'ailleurs, c'était quelque part tant mieux. Enfin, je veux dire, on était très contents d'avoir ce soutien-là, mais c'était un peu vécu comme ça, quoi. Voilà. Alors après, il y a eu quand même des choses qui ont été faites en collaboration, mais il y avait quand même cette séparation, il faut le dire, entre en tout cas l'intersyndicale classique et le mouvement de jeunesse. Et il y avait ça collaborait, puisqu'il y avait des représentants de l'UNEF, de Sud Étudiants qui allaient dans les intersyndicales de ville, etc. Il y avait quelques syndicalistes qui venaient intervenir dans nos AG, mais c'était encore toujours les mêmes, des gens de Sud PTT, des gens de Sud Santé, des gens de Sud Rail. C'était essentiellement des gens de Solidaires, il faut dire la vérité, qui venaient intervenir dans les AG étudiantes de Rennes. Et donc, parce que par exemple, pour vous donner une idée, on part en grève le 7 février pour qu'il y ait les professeurs de la fac qui fassent en grève, c'est le 23 mars quand même. Donc ils se sont mobilisés, mais je veux dire, ça a pris, même au sein de l'université, ça a quand même pris du temps. Donc voilà, il faut... Mais ça, quelque part, moi, je le comprends. Je sais très bien que c'est pas pareil de faire grève maintenant que je suis dans le monde du travail. Je vois bien que les dynamiques sont pas les mêmes, et je comprends très bien que ce soit pas facile d'appeler à la grève générale à partir du 7 février 2006. Je comprends très bien. Donc, je suis lucide par rapport à ça. Alors, donc, on voit déjà que l'organisation de cette grève étudiante, elle a conforté Solidaires dans le choix d'avoir un syndicat étudiant qui soit à l'intérieur d'une interpro, puisque ça permettait d'avoir des liens qui étaient préconstitués avec des salariés des PTT, du rail, de l'éducation. Je vais me tourner vers vous, Gérard et Annick. Il y a eu donc 5 journées interprofessionnelles de grève ou de mobilisation des salariés qui ont été très réussies, puisque ça a atteint les 3 millions de manifestants.
Mais néanmoins, il n'y a pas eu de construction d'une véritable grève reconduite qui dure du côté des salariés. Et donc, à votre sens, quels ont été, qu'est-ce qui a permis d'avoir ces journées massives et en même temps, quels ont été les freins à la construction d'une véritable grève interprofessionnelle. Et justement, comment est-ce que vous avez vécu, vous, de votre côté, ces deux temporalités distinctes entre des étudiants qui font des choses tous les jours et qui s'engagent sur un mouvement de plusieurs mois, et la temporalité plus ponctuelle, en fait, de l'organisation d'une mobilisation interprofessionnelle. Peut-être on va commencer par... Dans les freins, je vais commencer par les freins. Il y en a de deux ordres. Il y a celui que tu viens d'évoquer. Les salariés ne se vivaient pas comme concernés directement par le CPE, bien évidemment. Ils étaient là en soutien, alors avec des motivations différentes. Par exemple, les personnels enseignants qui étaient au contact des jeunes, c'était un type de raison. L'avenir de nos élèves, les salariés des entreprises, c'était d'autres motivations. C'était soit mes enfants, soit pour ceux qui, j'allais dire, avaient un niveau de conscience plus élevé, c'est la remise en cause du contrat de travail et donc toutes les conséquences à terme si on tire le fil. Mais je le répète, ce n'était pas vécu comme une attaque directe par rapport aux intérêts des salariés. Ça, c'est le premier élément, me semble-t-il. Le deuxième élément, c'est aussi l'expérience qu'on avait eue, et notamment en 2003, où il y a eu des grèves reconductibles et ça n'a pas donné de résultat. Ça aboutit sur un échec partiel, mais vécu essentiellement comme un échec. Et donc, il y avait des réserves ou des réticences à y aller de nouveau aussi rapidement. Et donc... Par ailleurs, un troisième facteur, c'est qu'il y avait une unité intersyndicale forte, inouïe nouvelle, on en parlera, je suppose, un peu plus tard, et que tout le monde était très prudent par rapport à ça. Il ne fallait pas casser l'unité intersyndicale en allant trop loin dans les modalités d'action. Il y avait aussi ça dans la tête, mais la première raison, c'était l'état d'esprit des salariés. Voilà. Alors, sur comment est-ce que ça... Effectivement, on se trouvait devant une difficulté entre un mouvement qui était continu et la nécessité de tenir compte de l'état, notamment d'esprit des salariés, avec une difficulté supplémentaire, du moins dans le secteur de l'éducation nationale, c'est qu'en février, il y avait un long tunnel de vacances qui ne permettait pas une mobilisation. Et d'ailleurs, je me souviens, lors des premières intersyndicales, autour du 7, on constate la réussite du 7 février, dont tu as parlé, plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, c'était pas les 3 millions, mais c'était quand même visible. Mais on ne savait pas comment on passerait les vacances. Ça a été aussi un élément d'hésitation et de prudence. Comment est-ce qu'on a joué ? Finalement, on a joué comme dans d'autres mouvements, c'est-à-dire une partie du mouvement qui se continue, qui se reconduit, c'est les occupations, c'est les diverses initiatives que tu évoquais, et des moments qu'on appelle des temps forts, où on essayait de rassembler le maximum de monde pour faire pression et faire que le mouvement continue en voyant la force des manifestations. Parce que c'est important, je pense, dans toute action, que ceux qui participent à l'action et ceux qui sont le plus engagés puissent voir qu'à un moment ou à un autre, il y a
de la force autour d'eux, il y a du soutien fort autour d'eux. Voilà, c'est comme ça qu'on a joué en relation forte avec des organisations étudiantes. Enfin, on y reviendra, mais il y a eu une intersyndicale des organisations de salariés et avec au départ l'UNEF et puis la Confédération étudiante, mais ça s'est ensuite très vite étendu à toutes les organisations. Oui, c'est bon. Bonjour. Alors, je ne vais pas revenir, il y a des choses qui ont été dites que je partage. Peut-être sur le contexte général, rappeler quand même que cette affaire de la précarité, de l'entrée dans le monde du travail, c'était quand même quelque chose qui était une volonté du patronat depuis très longtemps. Je rappelle qu'il y avait eu en 1994 le CIP, contrat d'initiative professionnelle, je pense. Contrat d'insertion professionnelle, pardon, et qui avait donné lieu à des mobilisations importantes et qui avait gagné le retrait déjà. Bon, voilà, alors je le dis parce que je pense que ça rappelle que cette histoire d'insérer les nouvelles salariés, les jeunes salariés dans le monde du travail de façon extrêmement précaire, c'est une continuité du patronat depuis longtemps. Bon, il y avait eu le contrat nouvelle embauche qui a été rappelé. Il y a eu l'affaire effectivement des quartiers populaires à l'automne 2005. Et en 2005, il y a eu un autre élément, c'était le traité constitutionnel européen. Alors ça va évidemment bien au-delà de la jeunesse, mais quand même c'était dans ce contexte-là où il y a eu une victoire du TCE dans les conditions qu'on connaît. Mais on était dans ce contexte-là et on était aussi 3 ans après les mobilisations extrêmement importantes de 2003 sur lesquelles je redirai quelques mots. Alors sur les difficultés, alors c'est marrant parce que sur la première mobilisation du 7 mars, qui est la veille de la loi, il faut rappeler que la loi elle est votée le 8 février, si je ne dis pas de bêtises, avec le 49.3, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir une mobilisation qui va se développer alors que la loi est votée, ce qui est quand même une particularité de ce mouvement importante, d'autant plus qu'au bout du compte, il y a la victoire sur le CPE. Mais je pense que c'est important de rappeler que la première mobilisation, c'est le 7 février, comme tu l'as dit, et la loi, elle est votée le 8 février. Et moi, le souvenir que j'ai, et le constat qu'on avait fait en tous les cas côté solidaire, c'est quand même la première mobilisation, elle n'était pas si forte que ça. Je ne veux pas dire du tout qu'elle était, que c'est pas un jugement négatif que je porte, mais que le démarrage, il était quand même pas extrêmement massif. Alors il y avait des endroits, sans doute Rennes était un peu entre guillemets à l'avant-garde, mais c'était pas forcément le cas partout, et notamment en région parisienne. J'ai vraiment le souvenir que le soir de la manifestation, on s'est dit bon, c'est quand même pas extraordinaire comme mobilisation dans le milieu de la jeunesse et des universités. Et effectivement, entre le 7 février et les plus grosses manifestations qui auront lieu fin mars et la dernière le 4 avril, la veille du retrait, c'est les mobilisations, les manifestations, c'est 10 fois plus. Parce qu'on va passer de 300 000 à alors 2 millions ou 3 millions, peu importe, mais c'est de cet ordre-là. Bon, voilà, donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément... il n'y a pas eu, alors pour les raisons, on y reviendra, le cadre de l'intersyndicale, mais il n'y a jamais eu d'un appel clair à la grève interprofessionnelle. Voilà, mais on reviendra un peu sur le contexte intersyndical, ce que ça veut dire, etc. Alors, je dis ça, mais en même temps, ça renvoie aussi aux difficultés qu'a évoqué Gérard. On a eu le long tunnel des vacances et ça semblait très compliqué. Par ailleurs, il n'y avait pas un secteur extrêmement mobilisé du côté des salariés. On n'avait pas les cheminots, on n'avait pas les enseignants, on n'avait pas la santé, bon, etc. Bon, mais j'y reviendrai parce que ça fait partie un peu des caractéristiques des mobilisations depuis un certain temps. Bon, l'intersyndicale nationale, c'est évidemment un élément important, on en reparlera. C'est une force pour un mouvement de ce type-là, c'est clair. En même temps, et ça renvoie aussi à ce que tu disais, François, c'est que localement, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que le cadre national unitaire, il ne se décline pas automatiquement localement et il ne se décline pas automatiquement dans les secteurs professionnels. Je pense qu'il y avait sans doute des différences entre le secteur de l'éducation nationale où il y avait peut-être un cadre à peu près unitaire qui fonctionnait. Ce n'était pas le cas forcément à la SNCF, ce n'était pas le cas forcément à la Poste ou à Orange pour ce que j'en connais ou dans d'autres secteurs. Ce que je veux dire par là, c'est que d'avoir un cadre national unitaire, c'est évidemment très important.
Mais un des enjeux, et pour moi qui se discute sur cette mobilisation-là, mais comme sur d'autres, c'est que ça puisse aussi créer une dynamique localement et dans les secteurs professionnels pour nourrir le mouvement. Et on a, enfin, en tous les cas, moi, je relisais un peu là, pour préparer aujourd'hui les bilans de Solidaire sur la lutte du CPE, et c'était un des éléments qui était pointé. C'est-à-dire la difficulté de faire vivre l'unité intersyndicale localement ou professionnellement. Autre aspect qui a été un peu évoqué par Gérard, mais je vais prolonger, c'est que depuis le mouvement social de novembre-décembre 95, on a bien vu que la question des manifestations, d'occuper la rue par les manifestations, devenait ce qui rythmait les mobilisations. Et ça, c'est... Enfin, je pense qu'on l'a vu, tous les mouvements importants depuis 95, cette question de la participation aux manifestations apparaît comme... j'allais dire quasiment le nœud, enfin le nerf de ces mobilisations. Alors, il y a plein de raisons à ça, hein, qui ont été évoquées plein de fois. Bon, il y a eu des études, etc. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui jouent, mais on retrouve ça en 2006, c'est-à-dire difficulté pour les salariés de s'inscrire dans un mouvement de grève reconductible massive, difficulté quand au niveau national, au niveau de l'intersyndical, avec les rapports de force dans l'intersyndical national, ce mot d'ordre-là, il n'est pas clairement mis en avant, il n'est pas partagé par toutes les organisations syndicales, mais aussi difficulté parce que échec, par exemple, de 2003 sur les retraites, avec les retraits de salaire qu'il y a eu derrière, enfin, qui ont été très lourds en 2003, eh bien, ça pèse encore dans la tête des personnes qui se sont mobilisées en 2003 et qui se disent en 2006. En 2003, on a eu des mobilisations très, très importantes. On n'a pas gagné, bon, même si, voilà, mais enfin, globalement, on a perdu. Donc, recommencer pour faire encore plus fort et plus haut, sans certitude d'y arriver, c'est un frein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer quand même de dépasser ça, mais je pense que ça a pesé beaucoup. Voilà, moi je pense que c'est un peu ces éléments-là qu'on doit avoir en tête quand on regarde pourquoi finalement pour le CPE il n'y a pas eu... il y a eu des freins à la construction d'une véritable grève interprofessionnelle. En tous les cas, moi, ce sont ces éléments-là que je voulais rajouter. Et un autre élément peut-être, et j'arrêterai là après, c'est un frein, je ne sais pas, mais c'est qu'on a eu effectivement monter en puissance des journées de mobilisation jusqu'au 4 avril et retrait de la loi. Donc il y avait le débat sur, mais on y reviendra peut-être aussi, sur un seul mot d'ordre, retrait du CPE, ce qui était porté par l'intersyndicale, ce qui était une force aussi, parce que c'était clair, c'était retrait du CPE, on veut gagner là-dessus, et on a gagné. Et en même temps, la mobilisation, elle portait d'autres éléments, alors notamment le retrait de la loi égalité des chances, avec tout ce que ça voulait dire, et puis même il y avait des plateformes beaucoup plus larges, etc., concernant la précarité en général. Mais bon, ça aussi, c'est une question compliquée, je dirais. C'est-à-dire, est-ce qu'avoir un mot d'ordre précis, clairement identifié, c'est une force? Moi, je crois que oui. Et en même temps, on sait que ce type de mouvement, il pose d'autres revendications parce que le CPE s'inscrivait dans un plan plus global de généralisation de la précarité. Bon. Donc voilà. Non, dernière chose, c'est sur le camarade de Sud PTT qui a été dans le coma pendant 3 semaines. C'était, je crois, une manifestation, je crois que c'est celle du 18 mars ou quelque chose comme ça, hein, c'est ça? Ouais. Et donc, il se fait piétiner par les CRS à la fin de la manifestation. Et en fait, pendant 36 heures, on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas on ne sait même pas où il est hospitalisé. Et c'est grâce aux camarades d'une section syndicale de Sud Santé Sociaux qui travaillent dans l'hôpital où il a été hospitalisé, mais un peu en catimini, qu'on apprend qu'il est dans le coma. Et il va rester 3 semaines dans le coma. Bon, voilà, mais ça a été compliqué aussi cette affaire-là parce que pendant 24 à 36 heures, je ne me rappelle plus exactement, le ministère de l'Intérieur, alors c'était Sarkozy, hein, qui au départ a nié, enfin qu'il y avait un problème, qu'il y avait un manifestant qui était dans le coma. Bon, et finalement, revirement de situation, 24 heures après, par exemple,
il a accepté, Sarkozy a reçu une délégation de la Fédération Sud-PTT pour faire le point sur la situation de Cyril Ferrez, quoi. Bon, voilà, donc ça, je voulais juste rappeler qu'il y avait eu ça, mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu, alors ce que tu disais sur Rennes, c'est-à-dire que visiblement, il n'y a pas eu une répression très importante au départ. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que je pense au départ, ils ont laissé un peu faire, enfin voilà, mais parce qu'aussi, fallait apprécier comment le mouvement allait monter ou pas. Bon. Et il tablait peut-être sur le fait que la loi avait été votée. Et donc, quand une loi est votée, ça peut apparaître compliqué de faire revenir en arrière le gouvernement. Mais au fur et à mesure que la mobilisation a monté, ça a commencé à taper de façon plus importante, quoi. Mais au bout du compte, effectivement, je crois que l'importance des manifestations, c'est ça qui a fait que le gouvernement a reculé et a retiré la loi, finalement. Et avec aussi une popularité du mouvement, je crois qu'il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un soutien très, très important du mouvement dans la population. Enfin, c'était très partagé sur le fait qu'il y avait quand même, je crois, une compréhension de ce que c'était que ce CPE. C'est-à-dire que c'était encore un pas de plus dans la précarisation du monde du travail. Et ça, je pense que ça a été compris assez vite grâce aux mobilisations, grâce aux explications et grâce aussi à la dynamique intersyndicale. On va passer du coup à la question de la dynamique intersyndicale. Ce qui me frappe dans ce que vous dites là, déjà, c'est que, c'est une des raisons pour lesquelles nous, c'est important de faire vivre cette victoire, en fait. C'est parce qu'on voit bien que montrer par des exemples plus ou moins récents qu'on peut gagner contre une loi qui a déjà été votée, c'est un levier qui est important dans les mobilisations actuelles et celles qu'on va affronter par la suite. Et que inversement, quand on est enfermé dans le souvenir récent d'une défaite, en fait, on a beaucoup de mal à convaincre les gens de se mobiliser. Et sur ce que tu disais, Annick, sur les raisons du succès, c'est aussi la complémentarité, en fait, entre le soutien de la mobilisation salariée et aussi le fait que un mouvement étudiant, un mouvement de jeunesse, parce qu'il y avait aussi les lycées, crée une agitation et donc beaucoup d'incertitudes, en fait, en termes de gouvernabilité des choses, quoi, qui permet de faire vaciller à un moment donné l'unité du gouvernement autour du fait de lâcher ou pas, quoi. Alors, vous avez plusieurs fois annoncé qu'on allait parler de l'intersyndicale. Donc aujourd'hui, l'intersyndicale à 8 organisations, c'est quelque chose qui nous paraît une espèce de marronnier des mobilisations, quelque chose qui semble aller de soi et qui parfois est ciblé comme étant un frein à certaines mobilisations. Mais en fait, en 2006, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, on voulait savoir comment ça s'était construit et puis surtout comment vous l'aviez vécu. Qu'est-ce que ça avait apporté en fait à la lutte? Ça s'est fait d'abord grâce aux jeunes et grâce aux syndicats étudiants. Moi, j'ai souvenir qu'à la première réunion, j'ai eu une invitation par téléphone qui venait de Bruno Julliard, qui était le président de l'UNEF. C'est le mouvement étudiant qui a poussé à ce qu'il y ait une unité intersyndicale. Et c'était effectivement nouveau. On a évoqué les manifestations de 2002 au moment du premier tour des élections présidentielles. Il y avait eu un 1er mai intersyndical large, mais il n'y avait pas tout le monde à l'époque. C'était la première fois. Je vais raconter même une anecdote. À un moment donné, je reçois, c'était avant donc 2006, je reçois un coup de fil d'une responsable, Maryse Dumas de la CGT, qui me dit on envisage une journée d'action, FO est prêt à y être si la FSU y est. Je lui réponds que oui, nos mandats nous permettent d'y être. Et j'ai dit mais est-ce que je pourrais avoir le texte d'appel de cette journée d'action, parce qu'on voudrait le signer. Et elle me répond, non, FO ne veut pas que la FSU signe à côté de la CGT et de FO. Ça montre où on en était. Il y avait eu en 2003 un mouvement à 4. Non, qu'est-ce que je dis 4 ? Il y avait la CGT, la FSU, Solidaire, FO et l'UNSA à 5, pardon. Oui, et la CFDT au début. Mais
Mais justement, une des caractéristiques... Enfin, je vais y revenir sur la CFDT, mais ça ne concernait... Enfin, tout le monde n'y était pas. C'était, dans mon souvenir, la première fois depuis très longtemps que tout le monde était présent. Et c'est aussi la première fois depuis très longtemps que personne n'a lâché en cours de route. Moi, je me rappelle, dans nos débats internes à la FSU, il y avait toujours une question qui venait de tel ou tel camarade, qui était « quand est-ce que la CGT va trahir ?» Parce qu'on avait l'expérience de 2003, on avait l'expérience de 95, etc. Et ça n'est jamais venu. La raison, je pense, elle est simple. Enfin, c'est pas vraiment la vertu particulière des dirigeants de la CFDT à l'époque. C'est tout simplement le fait qu'il y avait un mouvement d'une telle ampleur que personne ne pouvait lâcher. Parce que le risque pour celui qui aurait lâché, c'était de perdre la jeunesse. Et là, ça a pesé extrêmement fort. Cette intersyndicale qui a duré, qui s'est, je répète, élargie au fur et à mesure à divers mouvements de jeunesse lycéens. Et Dieu sait qu'il y avait de la concurrence entre les mouvements de jeunesse. Et tout le monde s'est aussi retrouvé ensemble. C'est que ça donnait, selon moi, de la légitimité au mouvement. Et en donnant de la légitimité au mouvement, ça lui permettait d'avoir plus de force. Et ça a duré, tout le mouvement. Malheureusement, je me rappelle, tu dois t'en rappeler, Annick, le dernier, quand on a gagné, il y a eu un pot au siège de la CGT. Et à l'issue de ce pot, il y a eu la dernière réunion de l'intersyndicale. L'intersyndicale s'est rompue à ce moment-là. Elle s'est reconstituée plus tard en 2008, mais elle s'est rompue. Ça montre que beaucoup n'y tenaient pas vraiment. Et que, je le répète, s'il y a eu maintien de cette unité, c'est à cause de la force du mouvement chez les jeunes. Oui, alors pour poursuivre sur l'intersyndicale, d'abord, je pense que même si en 2003, il y avait l'engagement d'un certain nombre d'organisations syndicales, il n'y avait pas de réunion intersyndicale. Pour Solidaire, par exemple, on avait tenté de s'inviter à 2 reprises, une fois sur une réunion intersyndicale nationale des organisations de la fonction publique, et on est arrivé en disant, bon ben voilà, on sait qu'il y a une réunion, etc. Les camarades de la FSU, parce que c'était chez eux, nous avaient prévenu qu'il y avait cette réunion, et on a dit, voilà, gentiment, on vient, on pense que, voilà, on a notre place, enfin, on veut travailler dans l'intersyndicale. Bon, on s'est fait jeter. Non, pas du tout par la FSU. D'ailleurs, à l'époque, on nous a dit non, mais c'est un scandale, vous nous prenez en otage. Enfin, certaines organisations nous ont dit ça. On dit sortez, on va discuter entre nous et on vous dira si on accepte. Bon, on est sortis. J'étais avec Jean-Michel Natanson et on a attendu, mais on se faisait pas trop d'illusions. Et donc, on nous a rappelé en disant bon, on en a discuté et on n'est pas d'accord. Alors moi, j'ai demandé naïvement, entre guillemets, est-ce qu'on peut savoir la position des différentes organisations, que chacune se positionne, et ce jour-là, c'était le camarade de la CGT qui a été très désagréable en disant « tu n'as pas à le savoir et maintenant vous partez ». Ça devait être en 2001 ou quelque chose comme ça. Et en 2002, pour le 1er mai, enfin, avec l'extrême droite au 2e tour, la CFDT communique partout dans la presse qu'elle invite toutes les organisations syndicales à une réunion à son siège pour discuter de la riposte syndicale par rapport à cette situation politique. Et donc, nous, on s'est pointé aussi en disant la CFDT a invité toutes les organisations syndicales, donc on vient. Bon, évidemment, on ne nous a pas laissé rentrer. Ce qui était drôle, c'est comme il y avait plein de journalistes, ça nous a permis de prendre la parole devant tous les journalistes et qui ne comprenaient pas pourquoi la CFDT ne voulait pas qu'on rentre. Bon, c'est un peu anecdotique, mais je veux dire, c'était ça. Et en 2003, il y a eu des mobilisations avec plusieurs organisations syndicales, mais de fait, il n'y avait pas de réunion pour coordonner le mouvement, etc. Donc c'est dans cette situation-là où on arrive en 2006. Alors, il y a ce que dit Gérard, c'est-à-dire que le fait que la force du mouvement dans la jeunesse, et puis il y a eu aussi
faut se le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait l'UNEF, mais qu'il n'y avait pas que l'UNEF, et que notamment la CFDT à l'époque promouvait, non, on dit pas promuver, enfin, bon bref, vous avez compris, mettait en avant une nouvelle organisation, la Confédération étudiante, et qu'elle elle a imposé que la Confédération étudiante rentre dans l'intersyndicale. À ce moment-là, la CGT a dit, bah, dans ce cas-là, on ouvre à tout le monde. Et l'UNEF a dit, on ouvre à tout le monde. Et donc, je veux dire, c'est dans ce contexte-là, à la fois une mobilisation importante de la jeunesse, et puis des questions tactiques, des liens des différentes organisations, enfin, des confédérations avec les différentes organisations de jeunesse. Bon. Mais en tous les cas, je pense que ça a été très positif. Bon, pour les raisons qu'on a déjà dit, c'est-à-dire d'avoir une intersyndicale avec l'ensemble des organisations, quelles que soient les nuances qu'il pouvait y avoir, ça c'était évidemment une force. L'autre aspect peut-être, là plus pour Solidaire, bon, je ne sais pas pour la FSU aussi, mais c'était aussi la reconnaissance que dans le mouvement syndical, il y avait eu des changements depuis 10-15 ans, l'émergence de la FSU, l'émergence de Solidaire, bon, et que ça comptait dans le paysage syndical. Je pense que 2006 marque aussi ça, et le fait que depuis, il n'y a pas eu de remise en cause de ça, je pense que c'est un point positif et entre guillemets c'est un acquis, même si ça règle pas tout, puisque avant cette période-là, pour que vous l'ayez en tête aussi, c'était un des arguments qui était donné par certaines organisations, c'était de dire vous n'êtes pas représentatif interprofessionnellement, etc., etc. Bon, tout ça, je veux dire, a été mis de côté et que maintenant ce cadre intersyndical existe. Alors évidemment, je l'ai déjà dit, il y avait le fait qu'il y avait un mot d'ordre qui structurait l'intersyndicale sur lequel tout le monde était d'accord, c'était le retrait du CPE, et qu'après, il y avait des appréciations différentes sur les autres éléments de la mobilisation, notamment sur la loi égalité des chances, et que là-dessus, on n'a jamais réussi à ce qu'il y ait, même s'il y avait plusieurs organisations au sein de l'intersyndicale qui avait une analyse en disant que cette loi était mauvaise et qu'il aurait fallu la retirer, mais il n'y a jamais eu d'accord. Voilà. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'était aussi compliqué, mais comme ça le sera en 2010 et en 2023, et voilà, que les stratégies de mobilisation ne sont pas les mêmes entre les organisations, ce qui n'est pas anormal, je veux dire, sinon il y aurait peut-être une seule organisation syndicale, mais c'est un autre débat. Voilà, il y a des stratégies différentes pour construire le rapport de force, etc. Bon, et que le lieu de l'intersyndicale, c'est aussi un lieu de rapport de force. Et en ce qui concerne Solidaire, on pesait que ce qu'on pesait, comme on pèse que ce qu'on pèse aujourd'hui, et que évidemment, il y a des questions de rapport de force dans l'intersyndicale, mais bon, ça, je pense que vous le savez largement autant que moi. Bon, après. Ce qui est compliqué, mais ça renvoie un peu aux éléments qu'on a déjà un peu mis en avant sur. Au-delà du fait que l'intersyndicale ne mettait pas en avant un mot d'ordre de grève générale interprofessionnelle, parce que ça n'a jamais été vraiment ça, c'est la question de ce qui se passait sur le terrain. C'est-à-dire que autant moi je suis persuadée que c'était juste d'essayer de mettre en avant ce mot d'ordre-là, autant j'ai jamais eu une vision magique du fait d'avoir ce type de mot d'ordre pour que ça marche, quoi. Et c'est aussi ça, je pense que c'est une question qui est toujours d'actualité dans les mobilisations interprofessionnelles. Et je pense que à ce moment-là, c'est aussi la question des difficultés localement, sauf dans des endroits particuliers, des villes qui avaient des histoires particulières, etc., où cette dynamique unitaire nationale, on ne la retrouvait pas localement, ce qui aurait permis j'allais dire, entre guillemets, de pousser, en tous les cas, d'accompagner, de dire, bon, ben voilà, si on pense que c'est possible d'aller plus loin, etc. Bon, voilà, c'est un peu, mais je pense que c'est un débat qui va bien au-delà de l'intersyndicale de 2006, c'est-à-dire que je pense que c'est un débat qui est récurrent dans tous les mouvements qu'on a connus depuis, quoi. Alors, je vais te laisser répondre là-dessus, puis j'avais d'autres questions en fait, parce que justement on a parlé de cette espèce de problème où il y a une première mobilisation le 7 février, qui compris en fait n'était pas au départ contre le CPE, mais a été recodé là-dessus parce que il y avait cette actualité. Il fallait attendre jusqu'au 7 mars, il y avait des vacances, notamment entre le premier et le deuxième semestre. Qu'est-ce que vous avez fait en fait de ce temps-là ? Et pour te
comment vous y êtes pris? Parce que voilà, il y avait Poitiers, il y avait Rennes, mais qui étaient en plus des villes qui n'étaient pas forcément connectées. C'était pas les mêmes organisations étudiantes qui étaient à l'animation. Donc, comment vous avez fait pour organiser quelque chose de national à ce moment-là? Et puis ensuite, je te redonne la parole. Est-ce que vous aviez aussi des débats en termes de stratégie d'action sur notamment le niveau de radicalité, la question de la violence politique, la question de la casse? Et puis aussi la question des liens entre les différentes jeunesses, puisque comme on l'a dit, au début, le CPE il était ciblé sur la jeunesse des quartiers populaires et qu'ensuite c'est à d'autres endroits que la mobilisation a été forte. Est-ce que vous réfléchissiez à ce lien-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans vos préoccupations? Oui, juste pour rebondir sur l'intersyndicale, c'est vrai que nous, on suivait ça de très près. Je veux dire, les mouvements de jeunesse, non, mais on était vraiment attentifs dès qu'il y avait une réunion intersyndicale. Qu'est-ce que ça allait déboucher? Parce que quelque part, le calendrier que vous fixiez était notre calendrier. Alors qu'après, on a organisé tout le reste, des actions, des trucs autour de ce calendrier. Et effectivement, mais ça nous permettait aussi de tenir la grève. Parce qu'on leur disait aux étudiants, il faut tenir jusqu'à telle date, parce que là, il va y avoir un grand mouvement qui ne sera pas simplement un mouvement de jeunesse. Parce que c'est vrai que la particularité de ce mouvement, ce qui est assez rare, c'est que c'est un mouvement de jeunesse d'abord et avant tout, mais comme ça concerne le monde du travail, c'est l'intersyndicale qui a la manœuvre. Alors qu'en 2003, sur le mouvement LMD ou des trucs comme ça, c'est un mouvement de jeunesse qui gère un peu ses affaires tout seul, entre guillemets. Là, c'est particulier parce que c'est un mouvement qui est lancé par la jeunesse, mais en même temps, comme ça concerne le monde du travail, l'intersyndicale dit, nous, on prend les affaires en main, ce qui est normal. Hein, je veux dire, et quelque part, on était très contents quand on avait des dates... je veux dire, effectivement, nous, avec le recul, on était très... quand on a appris que la prochaine date de mobilisation, c'était le 7 mars, alors que c'était le 7 février, on dit, oh là là, c'est la catastrophe, on ne va jamais tenir jusque-là, etc. Donc, je permets de rebondir sur comment on a fait pour tenir. C'est vrai qu'il y avait les vacances, donc nous, on comprend, avec le recul, je comprends très bien pourquoi c'est le 7 mars qui a été choisi. Mais c'est vrai que quand vous venez de lancer un blocage et qu'on vous dit qu'il faut tenir un mois, même s'il y a une semaine, 10 jours de vacances, c'est vrai que c'était pas si évident. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai que là, on a commencé à se coordonner d'abord à l'échelon régional. On a eu une cohorte régionale à Rennes avec des gens de Lannion, de Brest, de Lorient essentiellement, un peu de Guingamp. Et puis, comme on était en vacances, on a décidé de maintenir l'occupation de l'université et puis d'envoyer des émissaires, entre guillemets, un peu partout dans toutes les facs de France. Donc, on est parti à Sancier, à Tolbiac, il y en a qui sont partis à Toulouse, d'autres qui sont partis à Aix, à Lyon. Enfin, il y a des gens de Rennes qui sont partis un peu partout. Bon, on était accueillis, effectivement, quand on était les premiers à être partis, tout le monde nous applaudissait. Non, mais je veux dire, ça crée une auto-émulation dans les universités. Je veux dire, c'est con, mais c'est vrai que ça fonctionne un petit peu. Hein, voilà. Et donc, ça a permis de motiver les autres à partir en grève. Et donc, ça, c'est vrai que ça a participé aussi, je pense, à la... Mais je dis nous, mais on n'était pas les seuls. Hein. Les gens de Poitiers ont fait la même chose. Ils sont partis un peu partout. Enfin, il y a d'autres qui ont profité de ces vacances, des vacances constructives, pour aller prêcher la bonne parole dans les autres universités qui n'étaient pas encore, en tout cas, pas encore en blocage. Après... en tout cas, voilà, il faut savoir quand même que c'était vraiment l'intersyndicale pour nous, c'était quelque chose qui comptait. On regardait ça de très près et évidemment, on attendait ces dates-là parce que quand on a vu le calendrier s'accélérer là, avec la grosse réussite du 28 mars, où il y a eu pareil ce débat autour du samedi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le 18 mars, voilà, la mobilisation un samedi. Bon, ça c'est pareil, on n'a pas vu ça d'un très bon œil. On dit oh là là, c'est encore moyen de ne pas faire appel à la grève, etc. Parce que évidemment, nous on était étudiants, on voulait un appel à la grève générale interprofessionnelle. Et bon, voilà, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, à partir du 18 mars, on a commencé à voir le calendrier s'accélérer. Le 28 mars, le 4 avril, et là, on se sentait vraiment soutenu. Faut dire. Enfin, je veux dire aussi, à ce moment-là, on se sentait soutenu, et ça compte quand même aussi pour motiver les étudiants, parce que ça paraît facile de maintenir un blocage, mais quand ça fait 2 mois de grève dans les universités, à la fin, c'était tendu. Je veux dire, les votes étaient serrés quand même. Il y a le mouvement anti-bloqueur, je n'ai pas parlé, mais qui prenait de l'importance, etc. Donc en fait, ce qui nous permettait de tenir, c'était aussi ça. C'était aussi cette assurance aux autres de dire, on n'est pas seul. Il y a le mouvement. Il y a l'intersyndicale qui est avec nous et qui mobilise aussi de son côté, et donc il faut tenir jusque-là. Donc ça a quand même été un point d'appui énorme. Après, sur la question de la violence, etc. Alors effectivement, ça c'est une autre question. Je pense qu'effectivement l'intersyndicale ne pouvait pas se positionner sur cette question-là. Nous, dans le mouvement étudiant, c'était une question qui a fait débat. On a même fait, alors je peux la montrer, cette banderole qui a fait débat au sein du mouvement. Voilà, nous sommes tous des casseurs, AG de Rennes 2.
Voilà. Alors, parce qu'effectivement, il y avait quand même cette tentative d'une partie de... Alors, je ne sais pas le souvenir exact, mais en tout cas, de vouloir diviser un peu le mouvement sur cette question-là, de la casse, etc. En sachant que, bon, il y a eu de la casse, il y a eu des émeutes, etc. Bon, ça c'est toujours... on n'est pas parti dans des proportions non plus trop... Enfin, je ne pense pas que ça a été trop loin sur ce truc-là, mais en tout cas, c'était un débat au sein du mouvement également, au sein du mouvement étudiant. Et je pense qu'on était une partie à considérer qu'elle était d'une certaine façon... je dis avec le recul, je ne sais pas si je dirais la même chose aujourd'hui, mais je dis tel qu'on le disait à l'époque, elle était légitime et nécessaire dans la mesure où elle participait à rendre la situation intenable. C'était comme ça qu'on présentait, en tout cas à l'époque. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un certain degré de confrontation, mais elle doit apparaître comme, elle doit être entre guillemets un peu tenue, quoi, réglementée pour qu'elle puisse paraître acceptable. C'est pour ça que c'était pas une violence indiscriminée, c'était des agences d'intérim qui étaient visées, des banques, voilà. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que c'était mentionné. L'idée était aussi, et ça, on a vraiment porté ça auprès de notamment des gens qui étaient un peu plus radicaux, de dire pas d'émeute durant les manifestations. Il fallait vraiment que ça se termine, que la manifestation officielle se termine et qu'après, voilà, c'était autre chose. Mais faire respecter ça. Donc, c'était évidemment. Il n'y avait pas de cortège de tête, voilà, pour dire les choses clairement. Il n'y avait pas de cortège de tête. C'était non. Une fois que la manif est terminée, voilà, c'est terminé. Il se passe autre chose si vous voulez, mais dans la manifestation, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de casse. Voilà, ça c'était quelque chose qu'on portait. L'idée aussi de ne pas commencer tout de suite par cette violence, l'idée que ça arrive un peu plus tard dans le mouvement, faire en sorte que ça dégénère pas trop tôt. Et après, de toute façon, faut dire la vérité, on tenait plus rien du tout. Hein. Je veux dire, il y avait aussi toute une jeunesse qui était là. Nous, on était le monde militant étudiant. C'est quand même, c'est pas non plus des centaines de personnes. Donc, à partir du moment où les manifs partaient en vrille, on n'était pas en mesure de toute façon de contrôler ce qui s'y passait. Donc, il y a aussi quelque chose qui nous a échappé. On a théorisé en disant que on considérait que ça faisait partie d'une forme de rendre la situation intenable. Je crois quand même que ça, avec le recul, ça a quand même participé de faire en sorte que la situation était intenable, réellement, parce que je pense que c'était un combo de tout ça. Je pense que le cœur de la réussite de ce mouvement, c'est quand même le caractère massif des manifestations, des assemblées générales, le côté aussi, je vous ai dit, d'un mouvement qui était visible tout le temps. Il y avait tout le temps des choses qui se passaient. Je vous ai dit, il y avait des manifs hebdomadaires, il y avait des actions partout. Il y avait aussi le centre-ville qui était... voilà, il y avait des affiches partout. Effectivement, ça se voyait aussi, les vitres cassées. Je vous dis, ça fait partie aussi de la symbolique, les vitres des gens d'intérim cassées dans la ville de Rennes. Bon, les gens étaient marqués par ça. Et puis... intenable aussi parce qu'effectivement des émeutes systématiques, des bloquades bloquées, des gares bloquées, l'université bloquée. Bon ça évidemment ça rendait quand même, je pense, ça mettait la pression quand même sur le gouvernement parce que c'était ça qui était, même les gens qui étaient à droite, en tout cas Sarkozy en premier, donnait ça comme argument. Comme, bon, ça suffit, là, il faut que ça s'arrête. Les commerçants de Rennes disaient c'est pareil, il faut que ça s'arrête. Enlevez-le votre CPE parce que là, nous, on ne peut plus vendre nos trucs. Les magasins sont bloqués, on a les enseignes fermées. Donc c'est vrai que ça a participé. Mais évidemment, le cœur aussi, je pense que c'est quand même, et ça on insiste, mais c'est l'unité du mouvement. Hein, je pense que quand même, il y avait un... Moi, j'ai rarement vécu dans le monde étudiant. Hein. Pourtant, après, j'ai fait quand même quelques grèves après. Avant, il y avait une unité vraiment qui a tenu. Alors, pourquoi? Peut-être parce que c'est vrai qu'il y avait un côté aussi, on avait un soutien populaire, il y avait une revendication simple. C'est vrai que je pense que ça a quand même joué. Enfin, ce slogan-là, retrait du CPE, crié à tort et à travers, c'était quelque chose qui était limpide et effectivement facile à comprendre par tout le monde. Il y avait un côté aussi, il faut dire, tellement immédiatement scandaleux de cette loi, qui a quand même aussi apporté un soutien assez rapidement d'une grande partie de la population. Mais par contre, sur cette question de la jeunesse de banlieue, hein, parce que Julie, tu fais référence à ça, on en parlait. Mais en fait, il faut dire la vérité, cette jeunesse-là, elle était présente parce que parfois dans les manifestations, dans les grèves de lycées professionnels, parce qu'il y a quand même eu tout un tas de mobilisations lycéennes dont on n'a pas trop parlé parce que c'était les étudiants qui menaient la danse, mais il y a eu plein de lycées dans des petites villes qui ont fait des grèves, etc. Bon, cette jeunesse-là, elle était là parfois. Hein, je veux dire, alors après, on a symbolisé l'échec de la rencontre entre la jeunesse étudiante et la jeunesse de banlieue par cette affaire des invalides. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aux invalides? Il y a des jeunes qui se font en gros plus ou moins lyncher, raqueter
par des groupes de jeunes identifiés comme des jeunes de banlieue qui se font casser la tronche, place des Invalides et qui se font racketter. Et on a dit, bah voilà, ça montre qu'il y a deux jeunesses qui se parlent pas. Je pense pas. Je pense que c'est pas totalement. Évidemment qu'il y a un gouffre qui existait entre la jeunesse étudiante classique et la jeunesse, une partie de la jeunesse de banlieue. Pour autant, ce qui se passe là, je pense pas que c'était une expression vraiment fidèle du rapport entre ces deux jeunesses. Je pense que ça s'est passé. Voilà, faut pas le nier. Mais face à ça, je pense pas que ça. Je pense que la jeunesse précarisée, elle était aussi. Moi, après, j'ai repris des chiffres, j'ai vu des nombres de lycées bloqués en banlieue parisienne, etc. Il y avait quand même énormément. Hein. Et donc là, c'est bien de la jeunesse, voilà, de banlieue. Donc, bon, je pense que ça a été une caricature qui reflétait, je pense, quand même quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas totalement fonctionné. Mais voilà, ce serait caricatural de résumer les relations entre la jeunesse étudiante et la jeunesse de banlieue autour de cette affaire des Invalides. Même si. On ne peut pas le nier non plus que ça a été un problème. Gérard, tu voulais revenir sur cette question de la violence juste non. Oui, attends. Je voulais juste dire deux mots en fait parce que bon, là tu parles du cas de Rennes, mais il faut aussi voir le niveau de conflictualité. Il y a eu après l'occupation de la Sorbonne des barrières anti-émeutes qui ont été positionnées autour de la Sorbonne pour que les étudiants ne puissent plus y rentrer. Et donc il y avait des affrontements avec la police très violents tous les soirs. Donc c'est aussi un niveau de conflictualité qui a été imposé par le pouvoir et qui permet aussi, si on le tient, d'augmenter le coût de la mobilisation. Et donc tu voulais revenir sur la question de l'intersyndicale. Oui, juste un mot. Si je peux me permettre, je veux confirmer ce que François vient de dire sur la jeunesse dite ouvrière de banlieue et la jeunesse étudiante. Avec l'évolution, avec la massification de l'accès au diplôme, une bonne partie de la jeunesse dite de banlieue, elle était dans les lycées et les universités. Et donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, cette distinction, elle est partiellement artificielle. Il y a une partie de cette jeunesse des banlieues très, très à l'écart, y compris du lycée, les apprentis ou ce qu'on appelle les NEET, les non-emploi ni en formation. Mais ce n'est pas la totalité de la jeunesse des banlieues. Ça, je voulais donc confirmer. Non, je me suis aperçu en écoutant qu'on n'a pas dit comment fonctionnait l'intersyndicale. En gros, à l'issue de chaque journée de mobilisation, il y avait une réunion. D'ailleurs, au siège, chaque fois, on tournait entre les syndicats. Il y avait une réunion. Et dans cette réunion, on discutait de la prochaine étape. Enfin, on vérifiait qu'on était tous d'accord sur l'analyse de la journée, qu'on était tous d'accord sur le maintien du mot d'ordre. Et on fixait la nouvelle étape. Et au début, le 7 février, quand on se réunit, on ne sait pas. Alors, il y a ce que tu disais, Annick, sur c'est une bonne mobilisation, mais ce n'est pas encore les millions. Et surtout, je dis, on ne sait pas comment ça va évoluer pendant la longue période, le tunnel dont je parlais. Et donc, on se dit, on va fixer une nouvelle date à l'issue de cette période et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, ce que tu rappelais, ce travail extrêmement important des organisations étudiantes dans les facs et les lycées, non, enfin moins, mais surtout les organisations d'étudiants dans les facs, qui fait que quand on a repris en mars, c'était beaucoup plus fort. Ouais, peut-être un élément qui est pour moi quand même qu'il faut dire, c'est que dans l'intersyndicale, la coordination nationale a été invitée à participer quand il y a eu coordination nationale, ce qui est quand même... Enfin, quand on connaît les organisations syndicales françaises, vous imaginez bien, je ne sais pas, EFO par exemple, ou la CFTC, accepter qu'il y ait des représentants de la coordination nationale. Bon, donc je le dis parce que je crois que c'est la seule fois où qu'il y a eu ce cadre-là, voilà. Donc
Oui, au niveau interprofessionnel. Oui, oui, non, bien sûr, dans les secteurs, c'est pas pareil, mais au niveau interprofessionnel. Et ça, pour moi, ça renvoie à ce que tu as expliqué, François, c'est-à-dire que vous avez été capable de développer une mobilisation qui reposait sur des AG, sur une coordination régionale qui s'est élargie, etc., et qui reposait quand même sur quelque chose d'assez massif. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans ce que j'appellerais parfois une caricature de coordination. Bon. Et donc l'intersyndicale a effectivement accepté parce que c'était la réalité du mouvement. Donc ça, c'était la première chose que je voulais rappeler. Sur l'affaire des Invalides, bon, il y a ce que vous avez dit que je partage et tout, et je pense que ça a été aussi très mis en avant par le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, etc., pour dire, vous voyez, enfin, il y avait un double argument pour eux, c'était de dire, vous voyez, ces jeunes de banlieue, c'est de la racaille. Ça renvoyait à la manière dont les émeutes de l'automne 2025, après la mort de Bouna et Ziad et Bouna, pardon, voilà. Et donc ça renvoyait à ça, et ça renvoyait aussi au fait d'affaiblir le mouvement et de dire, vous voyez, vous allez vous faire dépouiller, enfin, ce mouvement, il va dans le mur, etc. Bon, voilà, je pense que ça a été utilisé, même s'il y a eu une réalité, mais qui a été déformée, à mon avis, dans la manière dont ça a été mis en avant, quoi. Je voulais dire une troisième idée, mais j'ai oublié, donc c'est pas très grave. On va peut-être... je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, ou des interventions ou d'autres témoignages. En tout cas, ce qu'on voulait aussi souligner, c'est les suites en fait de cette mobilisation de 2006, puisque les solidarités qui se sont malgré tout construites entre les étudiants et les salariés à ce moment-là, elles ont posé des jalons pour les mouvements ultérieurs, et notamment en 2010 contre la réforme des retraites imposée par Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui ont commencé à être mises en débat avec, au sein des syndicats, avec les travailleurs, et qui ont pu porter leurs fruits, en fait, que ce soit en 2007, en 2009 et surtout en 2010. Je disais tout à l'heure que l'intersyndicale s'était arrêtée le soir de la victoire, mais je pense que ça a jeté des jalons, y compris des choses tout bêtes. Quand on se réunit régulièrement avec les mêmes personnes, on commence à se connaître, parfois à s'apprécier, etc. Et ça aide. Et la reprise, si mon souvenir est bon, elle date de la crise de 2008. Et à ce moment-là, il y a eu de nouveau une réunion de l'intersyndicale qui a abouti sur un texte, mais pas de vraie mobilisation, enfin en tout cas rien de significatif, mais c'est ça, enfin, ça a jeté les bases de ce qui a pu se passer ultérieurement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les organisations syndicales. Elles existent toujours, fortement. Mais ça veut dire que dans un certain nombre de moments où l'agression semble extrêmement forte, il y a une capacité à réagir de manière unitaire. Que ce soit, alors ça a eu des conséquences, y compris dans les secteurs, dans la fonction publique par exemple, dans l'éducation, je pense aussi dans les entreprises, mais ça, comment dire, c'est un élément qui, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que ça s'est manifesté encore en 2010, en 2023, qui légitime la revendication. Et légitimer la revendication, ça a un poids dans l'opinion. Et à chaque fois qu'il y a eu ce type de mouvement unitaire, on peut remarquer que les enquêtes d'opinion étaient favorables au mouvement. Et ça a un poids dans la mobilisation. Parce que c'est toujours plus facile, il faut se le dire, de faire grève ou d'aller dans la rue. Je dis où d'aller dans la rue, et je constate, c'est un constat, je ne fais pas d'analyse, que de plus en plus ces dernières années, la modalité manifestation supplante la modalité grève.
voilà, je ferme cette parenthèse. Donc je veux dire, ce n'est pas la même chose de faire grève ou d'aller dans la rue en se disant on est tout seul, ou de le faire en y allant en se disant tout le monde peut être avec moi et on est tous d'accord et donc on a une chance de gagner. Et je crois que c'est ça qui a marqué. Alors, avec des expériences négatives, parce qu'en 2010, ce mouvement, il n'a pas gagné. En 2023, je dirais que c'est un peu plus complexe parce que je pense que le résultat des élections de 2024 a quelque chose à voir avec la mobilisation. Mais ce n'est pas une condition indispensable pour aller dans l'action, mais c'est quelque chose qui permet, c'est ce que montre, me semble-t-il, l'expérience de ces dernières années, des mobilisations extrêmement massives et extrêmement soutenues. Peut-être pour compléter, je pense que pour 2010 notamment, enfin 2008, il y a eu quand même des appels, je crois au 1er mai, il y a eu un appel à 1er mai unitaire, et dans le cadre de la crise financière, etc. Bon, et qui avait été un 1er mai très important, enfin ça je m'en souviens, mais bon, ça n'a pas produit autre chose. Il y a eu une journée de manifestation, je crois, mais ça n'a pas produit autre chose. Non, mais on va retrouver un peu cette dynamique effectivement en 2010, et je pense que le même élément qui joue en 2006 au moment du CPE et en 2010, c'est qu'au-delà du mot d'ordre, retrait du CPE en 2006, retrait du projet sur les retraites, c'est qu'il y a le sentiment que ça concerne toute la population. C'est-à-dire que c'est vraiment des conséquences intergénérationnelles. Alors après, évidemment, dans les explications qui sont données en 2010, on voit bien qu'il y a besoin d'explications particulières en direction de la jeunesse sur les enjeux des retraites. Mais je pense que pour moi, en tous les cas, il me semble que c'est la première fois en 2010 qu'il y a une mobilisation sur les retraites où cette question, elle est aussi abordée dans la jeunesse. Alors qu'en 2003, je pense que la question des retraites, ce n'était pas le cas, et encore moins en 95. Bon. Donc là, je crois que c'est la première fois, et pour moi, c'est un effet différé un peu de la mobilisation du CPE, où il y a une compréhension que derrière une mesure particulière ou une loi particulière, eh bien, c'est des enjeux un peu plus globaux qui se jouent. Bon. Ça, c'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose qui n'a rien à voir, mais quand même qui joue sur les relations intersyndicales, c'est que ça peut apparaître complètement à part, mais quand même, je pense que ça joue. C'est la question de la loi sur la représentativité de 2008. Alors, je ne vais pas faire une longue digression là-dessus, mais jusqu'à 2008, la représentativité en France était marquée par une loi qui datait de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui disait qu'il y avait 5 confédérations qui avaient la présomption irréfragable de représentativité. Bon. Et puis, avec l'émergence de la FSU, de Solidaire, de l'UNSA, voilà, tout ça a été un peu bousculé depuis les années 90, et qu'à un moment donné, le gouvernement, faut bien qu'il bouge là-dessus. Et donc, alors, je ne veux pas du tout engager un débat sur ça, sur les mesures qui ont été prises en 2008, mais ça change quand même un peu les choses du point de vue de la perception des confédérations qui se pensaient pour toujours un peu les seules représentatives voilà, légalement, et de fait, entre la réalité, l'émergence de nouvelles organisations et cette loi, alors qui est faite pour des bonnes et des mauvaises raisons du point de vue du gouvernement, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais en tous les cas, elle fait bouger les choses, et elle fait aussi que, pour moi, ça serait difficile aujourd'hui, et ça n'a pas été possible, de dire on fait une intersyndicale sans la FSU, sans Solidaire, etc. Bon, voilà, c'est aussi un élément qui a joué dans cette période-là, mais bon, évidemment, c'est pas le cœur du sujet sur la mobilisation, mais ça joue sur les relations intersyndicales. Ouais, ben, moi, un mot sur les suites. Déjà, il y a un truc évident, c'est que ça a quand même politisé une génération. La génération CPE, quand même, on va la retrouver aujourd'hui quand même dans certains syndicats, dans certaines organisations politiques aussi. Donc ça, c'est évident que je pense que ça a marqué quand même ceux qui l'ont fait, ça c'est évident. Et je pense que certains ont été fidèles plus ou moins à ce qu'ils sont. Non, mais c'est vrai, il y a quand même ce truc-là qui est resté. Je pense que c'est un truc qui marque. Après, si on reste sur la mouvement de jeunesse en lui-même, c'est un peu ambivalent en fait. Ambivalent pourquoi? Parce que alors moi j'étais dans cette frange de gens qui pensaient que voilà le mouvement de jeunesse devait
ne pas se contenter des manifestations, radicaliser un peu ses actions, etc. Ce qu'on a porté pendant le CPE, et on avait l'impression que ça avait marché. Et c'est vrai que ça avait marché. Mais il y a eu peut-être une tendance un peu d'aller trop dans ce sens-là, enfin, à mon avis, d'oublier peut-être un peu la nécessité de massifier les mouvements avant de partir à cette étape-là, peut-être d'une confrontation plus importante. Et peut-être que dans les mouvements suivants, c'est un peu ça qui a pêché, je pense. Enfin, moi, c'est le recul, hein, c'est que peut-être que cette stratégie-là qu'on avait d'action à répétition, de bloc, etc., c'est ce qu'on a retenu. Mais malgré tout, ça ne peut marcher que s'il y a déjà un mouvement massif, quoi. Et peut-être qu'après, je ne sais pas qu'on a oublié ça, mais par exemple, on était très content d'avoir supplanté l'UNEF à Rennes, parce que c'était la réalité. Hein. Du coup, à Rennes 2, après, voilà, Sud étudiant, et puis après, les mouvements autonomes, etc., avaient supplanté un peu l'UNEF concrètement dans les rapports de force, notamment dans les assemblées générales. Mais voilà, c'est vrai que l'UNEF avait aussi cette force d'être capable d'organiser des grandes campagnes de tractage, d'aller dans les amphithéâtres pour parler aux gens, les convaincre, de venir en assemblée générale, de venir en manifestation. Nous aussi, on faisait ça, Sud étudiant. Mais je veux dire, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes un peu tout seul à porter ça, mais ça suffit pas. Et donc, voilà, il y a peut-être cet oubli de la nécessité qu'un mouvement, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit massif, quoi. Il faut convaincre. Il faut convaincre les gens, il faut les convaincre de venir en assemblée générale. On ne peut pas voter un blocage à 200, on ne peut pas bloquer une fac à 200. Et puis la stratégie d'action, etc., bah, elle est faisable que si vous avez déjà un noyau dur suffisamment nombreux, que si vous avez déjà une partie de l'opinion publique avec vous, parce que sinon très vite, bah, vous êtes la cible voilà, d'attaques très, très faciles, comme quoi vous êtes simplement des casseurs, etc. Et donc cette étape-là, peut-être que... Voilà, je ne sais pas comment le dire, mais on l'a un peu parfois peut-être squeezé ou passé trop vite à l'étape qu'on voulait, l'étape de radicalisation. Et ça, je pense que ça a eu des effets pas forcément positifs dans les mouvements de jeunesse, parce que parfois on a un peu retenu du CPE que ce que je vous ai montré, hein, ce qui a fait le succès du CPE, mais tout seul, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et c'est ça peut-être aussi... je ne sais pas comment le dire, mais quelque chose qu'il faut reconstruire. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est complètement différent de massifier qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas quasiment Internet, on ne l'utilisait pas. Hein. Il n'y avait pas de smartphone. Non, mais c'est une autre réalité. Massifier aujourd'hui, pour moi, je ne sais pas, je n'ai pas de solution miracle. Hein. Je ne sais pas comment il faut faire. Hein. Mais c'est sûr que pour nous, c'était plus facile. On avait une génération qui avait déjà fait des manifs, qui était un peu acculturée à la culture de l'AG, de la grève. Et donc, c'était plus facile pour nous de les faire venir en AG et de les faire venir en manif. Aujourd'hui, je n'ai pas de solution miracle à ça, hein, je vous dis. Mais c'est vrai qu'en tout cas, si on squeeze cette étape de massification, on se retrouve avec toujours les mêmes. Quoi, voilà. Et ça, je n'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, je sais qu'on ne peut pas s'en passer. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques ou des témoignages. Si tu peux venir pour pouvoir bénéficier de la captation. Oui, bonjour. Ça marche, ouais. Donc moi, je m'appelle Nicolas et en 2006 sur le CPE, j'étais à Grenoble. Et du coup, je voulais juste aussi partager mon expérience qui n'est pas tout à fait la même que la vôtre, je pense. Du coup, juste pour dire que donc Grenoble aussi, encore une fois, il y a un contexte très particulier. C'est une ville très militante. Et déjà en 2006, on sortait déjà de plusieurs années de militantisme. Il y avait une ZAD dans le centre-ville de Grenoble juste avant qui s'était fait expulser quelques mois avant. Donc il y avait quand même aussi tout ce passé-là. Il y a plein de lieux alternatifs qui existaient, qui existent toujours. Mais du coup, en tout cas, le mouvement CPE sur Grenoble, il s'est vraiment construit pour le coup. Évidemment, il y avait toutes les organisations syndicales qui étaient là, qui ont lancé les premières AG et tout ça, mais très vite, qui étaient complètement dépassées. Et vraiment, moi, ce que je me rappelle, c'est vraiment d'une organisation... sans les, enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu en parallèle des organisations, c'est-à-dire que les assemblées générales, il y avait certes les orgas qui étaient là, mais qui n'avaient pas vraiment leur mot à dire, qui étaient dépassés très souvent. Et il y avait aussi tout ce moment de coordination nationale étudiante, où c'était des représentants des AG de chaque ville qui allaient, et c'était pas des représentants syndicaux. Et donc il y avait un peu une espèce de deux mouvements parallèles comme ça, où il y avait effectivement les syndicats qui organisaient des trucs, mais dans la ville, c'était pas du tout... Après, il y avait des syndicats qui étaient plus ou moins en soutien. En tout cas, nous, l'UNEF à Grenoble, ils se sont fait bien tracher sur... Enfin, franchement, Bruno Juller, c'était ma hantise à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était aussi pour dire ça, et que pour le coup, je pense que... Et vraiment, pour nous, le CPE, je me rappelle quand ils ont annoncé le retrait du CPE, pour nous, c'était un échec. Parce qu'en fait, dans nos revendications, il y avait retrait du CPE, retrait de la loi d'égalité des chances, retrait de la loi CESEDA
qui n'a jamais été touché et qui n'a fait qu'empirer depuis, et que sur les liens avec les jeunesses potentiellement concernées, ça jouait aussi. Et du coup, pour nous, c'était vraiment un truc de ils ont retiré le CPE, mais en fait, toutes les autres revendications, on n'a pas du tout été entendues. Et donc, nous, c'était pas du tout un pot festif le moment du retrait du CPE. On s'est retrouvés en mode, OK, on continue la lutte. Bon, ça chantait l'international dans l'amphi. Et on s'est fait expulser par les flics le lendemain matin, quoi. Donc voilà, c'était aussi pas tout à fait le même vécu. Mais par contre, dans ce que je pense que ça a apporté, et tu l'as dit, c'est qu'il y a toute une génération et dont moi, qui s'est politisée à ce moment-là, et que ça a fait aussi dans les manières de lutte, et parce qu'il y avait certes des trucs, il y avait la question de la radicalité et de la violence qui se posait toujours, ça c'est sûr, c'était un des grands enjeux. Moi, c'est à ce moment-là où j'ai appris à dire décrédibilisation en une seule fois, sans trébucher sur le mot, parce que c'était notre critique tout le temps, c'est qu'on décrédibilisait le mouvement parce qu'on était trop radicaux, trop violents, je sais pas quoi, mais qu'en fait, ça a marché. Mais où du coup, ça a permis aussi que sur les mouvements d'après, en fait, il y a des groupes de gens. Il y avait une commission anti-rep qui était là, qui était active à tout moment. Il y avait une organisation de gens qui faisaient des récup, qui faisaient des cantines. On a gagné des salles de réunion dans la fac qui n'étaient pas liées à des syndicats. Et voilà, il y avait quand même plein de pratiques sur la fac et dans la ville, des groupes. Et en fait, il y a par exemple une liste mail qui a été créée à l'époque du CPE, qui est encore active aujourd'hui. Je reçois encore des mails. Donc voilà, c'est pour dire que ça a aussi participé à l'échelle d'une ville à ce qu'il y ait des choses qui existent, des centres sociaux, des lieux alternatifs et tout ça. Et donc même si moi je considère qu'on a perdu, même si c'était un des rares mouvements sociaux victorieux, ça a aussi, sur le long terme, quand même créé des liens qui existent encore jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est chouette. Je vais juste répondre sur les militants syndicaux. Je pense que alors là, ça dépend beaucoup des villes. Hein. Mais alors pour avoir quand même à Rennes, non, c'était les militants syndicaux qui tenaient les assemblées. Enfin, quand même, hein, c'était les militants syndicaux qui prenaient la parole, qui donnaient les propositions. Enfin, il y avait, puis on était beaucoup. Hein, il y avait l'UNEF Sud étudiant, le syndicat breton, le SLB, la CNT. On était nombreux quand même, et donc c'était quand même les militants syndicaux quand j'ai fait les tournées d'assemblée générale, parce qu'on a eu l'occasion de faire ça à Jussieu, à Sancy, à Nanterre, c'était quand même des militants syndicaux qui tenaient les assemblées générales, pas tout seul évidemment, hein, et la première coordination nationale qu'on a organisée à Rennes, c'était quand même beaucoup de gens, des délégués, mais parmi ces délégués, des militants syndicaux. À tel point que l'UNEF, justement, il y a toujours cet enjeu, qui tient la coordination nationale, etc. L'UNEF avait envoyé des délégations. Il y avait toujours ce fac en grève, fac en lutte. Bon, on ne savait pas trop, on n'avait pas de moyen de vérifier qui était en lutte, qui était en grève. Bref, mais en tout cas, au-delà de ces bagarres-là, il y avait effectivement, hein, ça débordait le champ des militants syndicaux, mais quand même, il y avait une présence des militants syndicaux qui était assez forte dans l'organisation de mouvements. C'est vrai que ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Hein. Je pense qu'il y a plein de configurations différentes. Mais dans celles auxquelles j'ai pu assister, j'ai toujours vu quand même globalement une présence des militants syndicaux assez importante. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout. Hein.